Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une délégation judiciaire syrienne est arrivée à Beyrouth via le poste frontière de Masna dans le cadre d'une visite officielle destinée à discuter des dossiers sensibles entre les deux pays. Selon le ministre de la Justice, Adel Nassar, les entretiens portent en priorité sur la question des détenus syriens au Liban, un sujet jugé hautement sensible, ainsi que sur d'autres dossiers judiciaires communs. En parallèle, la troisième phase du plan gouvernemental de retour organisé des réfugiés syriens commence avec la coordination de l'État syrien et en partenariat avec plusieurs ONG. Il se déroulera demain via le poste frontière de Masna. À Ankara, l'agence Andalou a organisé en partenariat avec l'Académie de police turque et l'agence TİKA la 27e session de formation des correspondants de guerre. Pendant 12 jours, 25 journalistes venus de Turquie et de 6 autres pays, dont le Liban, représentés par notre collègue Saria Zahia, ont appris à couvrir conflits, catastrophes et situations d'urgence en combinant théorie, pratique et exercice de survie. L'agence Anadolu, en coopération avec l'Académie de police turque et l'agence turque de coopération et de coordination TİKA, a organisé la 27e formation intitulée Correspondants de guerre. D'une durée de 12 jours, cette formation avait pour objectif de préparer des journalistes capables de couvrir des guerres, des catastrophes et des situations d'urgence. 25 journalistes de l'agence Anadolu ainsi que 6 autres pays, le Liban, l'Irak, l'Algérie, la Palestine, la Syrie et la Libye, ont participé à cette session qui s'est tenue à Ankara, la capitale turque. Le programme combinait cours théoriques et formation pratique. Les participants ont suivi des enseignements en journalisme, sécurité personnelle, premiers secours, techniques de conduite avancée, survie en milieu aquatique, manipulation d'explosifs et de matières dangereuses, ainsi que gestion des médias en situation d'urgence. Les conférences, animées par des experts, ont abordé des sujets tels que le terrorisme, la théorie et la terminologie de la guerre, le droit de la guerre, la géopolitique au Moyen-Orient et les opérations maritimes et aériennes. Les journalistes ont également bénéficié d'une formation sur la nutrition et l'hygiène en situation d'urgence, ainsi que sur la protection contre la désinformation médiatique. La formation pratique a inclus des exercices de survie dans l'eau, avec des informations détaillées sur les risques de noyade et d'hypothermie. Les participants ont appris à utiliser des équipements de protection individuelle, notamment des gilets pare-balles et des masques à gaz, et ont suivi un camp de nuit comprenant une randonnée en zone montagneuse où ils ont été formés à se protéger des explosifs, des mines et des pièges. L'objectif principal de cette formation était d'améliorer la préparation des participants et de renforcer leur capacité à gérer le stress tout en assurant leur sécurité lorsqu'ils travaillent en zone instable. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour fournir aux journalistes les connaissances et l'expérience nécessaires afin de couvrir les événements sur le terrain en toute sécurité. À Gaza, l'annonce du plan de paix présenté par Donald Trump est accueillie avec méfiance. Pour beaucoup de Palestiniens, ce projet reste irréaliste, sans garantie de fin de guerre ni calendrier clair pour un retrait israélien. Après près de 2 ans de conflit et plus de 66 000 morts, la population exprime surtout un besoin urgent, l'arrêt des bombardements. De Gaza, l'annonce du plan américain suscite surtout colère et scepticisme. Beaucoup estiment que le projet proposé par Donald Trump ne changera rien à leur quotidien marqué par la guerre et les bombardements. Abou Mazen Nassar, employé de l'autorité palestinienne, a perdu sa maison à Beth Lahia. Trump et Netanyahou nous mentent. Ce plan ne contient aucune garantie de fin de guerre, dit-il. Comme lui, de nombreux Gazaouis jugent que le Hamas n'a aucune raison d'accepter le plan qui prévoit la libération d'otages israéliens sans cessez-le-feu permanent. Remettre les prisonniers sans fin de guerre ne sera pas accepté, estime Najwa, 29 ans, femme au foyer. Le plan évoque un retrait israélien, mais sans échéance claire, conditionné à une réforme de l'autorité palestinienne. Des conditions jugées irréalistes par Ibrahim Joudé, ingénieur vivant sous tente à Al-Mawasi.
Cela ne fera qu'apporter plus de souffrance, dit-il. Après des décennies de conflits, les habitants aspirent avant tout à la paix. Peu importe qui gouverne Gaza, nous voulons que la guerre s'arrête, confie Ahmad El-Baltaji de Gazaville. Entre désillusion et résilience, les Palestiniens restent prudents. Leur attente est simple, la fin de la guerre alors que Gaza compte déjà plus de 66 000 morts depuis octobre 2023. Aux États-Unis, l'impasse budgétaire se transforme en crise politique. Après l'échec d'un ultime vote au Sénat, Washington est entré dans un shutdown paralysant une partie des services fédéraux. En jeu, la paix de centaines de milliers de fonctionnaires, des aides sociales et la stabilité de la première économie mondiale. À minuit, heure locale, les États-Unis entrent en shutdown. L'impasse budgétaire n'a pas été résolue, malgré un ultime vote au Sénat qui s'est soldé par un échec. Faute d'accord, le budget fédéral expire. Conséquence immédiate, près de 750 000 fonctionnaires seront placés en chômage technique avec une paie différée. Le trafic aérien est affecté et le versement de nombreuses aides sociales retardé. Selon des analystes, chaque semaine de paralysie coûtera 0,2 points de croissance au PIB américain. Donald Trump rejette toute responsabilité. Les démocrates veulent tout fermer, nous, non. Mais s'ils persistent, les conséquences seront irréversibles, a menacé le président américain, allant jusqu'à évoquer le licenciement massif de fonctionnaires. Face à lui, le chef démocrate Hakeem Jeffries campe sur ses positions. Nous ne soutiendrons pas un projet de loi qui continue de démanteler le système de santé américain. L'impasse est totale. Les républicains offrent une simple extension du budget, alors que les démocrates réclament le rétablissement de milliards de dollars supprimés par l'administration Trump. Le dernier shutdown, en 2018, avait duré 35 jours, un record. Tous craignent un scénario similaire. À la veille des élections de mi-mandat de 2026, ce bras de fer budgétaire devient aussi une bataille politique. Mais en attente, ce sont les Américains qui paieront le prix d'un pays partiellement à l'arrêt. Aux Philippines, le bilan du séisme de magnitude 6,9 s'alourdit. Les autorités parlent de jusqu'à 69 morts et des centaines de blessés, alors que les secouristes travaillent sans relâche. Des répliques incessantes compliquent les opérations dans un pays déjà meurtri par de récentes tempêtes meurtrières. Moins de 24 heures après le puissant séisme qui a frappé le centre des Philippines, les secours annoncent un bilan allant jusqu'à 69 morts. À Bogo, proche de l'épicentre, l'hôpital déborde. Sous des tentes installées à la hâte, des enfants blessés pleurent tandis que des adultes reçoivent les premiers soins. Des employés transportent des sacs mortuaires vers des véhicules. Nous sommes déjà dépassés. Nous devons transférer des patients vers Cebu, car ici nous n'avons plus de capacité, explique Teddy Fontillas, 56 ans, volontaire. Les habitants partagent des vidéos impressionnantes. Une église centenaire de l'île de Bantayan a vu son clocher s'effondrer. J'ai entendu un grand bruit, des pierres tomber. Heureusement, personne n'a été blessé, raconte Martin Pasilan, 25 ans. Plus de 300 répliques ont été enregistrées provoquant la panique. J'avais l'impression que nous allions tous tomber, témoigne Agnès Merza, aide-soignante de 65 ans. Mes voisins ont fui, mes jeunes assistants se sont cachés sous une table. L'électricité coupée dans plusieurs provinces a été en grande partie rétablie cette nuit, mais les secours restent freinés par l'instabilité du sol. Dans les montagnes d'Asie centrale, une véritable ruée vers l'antimoine est en cours. Deuxième producteur mondial de ce métal stratégique, le Tadjikistan attire les regards des grandes puissances alors que la demande explose pour les batteries, les technologies de pointe et l'armement. À Saritag, des centaines de mineurs s'activent jour et nuit pour extraire l'antimoine, métal rare devenu essentiel à la transition énergétique et aux industries militaires. Avec 25% de la production mondiale, le Tadjikistan est aujourd'hui le deuxième producteur d'antimoine derrière la Chine. Une richesse minérale qui attire l'intérêt des États-Unis, de l'Union européenne, mais aussi de pays arabes et asiatiques.
Chaque jour, nous ferons plus de 50 mètres et ouvrons de nouvelles galeries pour explorer les ressources souterraines, explique un responsable de Talco Gold, l'entreprise qui exploite le gisement. Dans l'usine d'enrichissement, 5000 tonnes de minerais sont traitées quotidiennement. Le métal est séparé, filtré, séché avant d'être exporté sous forme de concentré contenant 30% d'antimoine pur. Ces investissements massifs sont en grande partie financés par la Chine, désormais partenaire incontournable du Tadjikistan. Avec ce partenariat, Talco Gold ambitionne de devenir leader mondial. Une usine de purification doit bientôt voir le jour, renforçant la dépendance de l'économie locale à ce métal critique. Dans ces montagnes d'Asie centrale, la course mondiale aux métaux rares est lancée et l'antimoine du Tadjikistan pourrait bien devenir une arme stratégique au cœur des rivalités internationales. Et c'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.